Daria, bonsoir. Alors, vous suivez de près la réunion russo-américaine d'aujourd'hui. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Bonsoir Adrienne, tout à fait. Nous travaillons aujourd'hui à Riyad où la délégation russe s'entretient avec la délégation américaine. Les négociations ont débuté à 10h du matin. Cela fait déjà 10h donc que les négociations continuent. On sait que selon les sources des médias que les délégations ont fait 3 pauses, mais c'est toujours loin d'être terminé. Il faut dire que les négociations se déroulent à huis clos et les journalistes ont été pris de quitter le territoire de l'hôtel Ritz-Carlton où les deux délégations négocient. Du côté russe, la délégation russe comprend Sergei Beseda, le conseiller du directeur du FSB, et Grigory Karasin, président de la commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération, le Sénat russe. Les représentants du ministère russe des Affaires étrangères ne participent pas à ce cycle de négociations. Selon les médias, ce n'est pas confirmé. La délégation américaine comprendrait Michael Anton, directeur de la planification politique au département d'État américain, ainsi que les conseillers de l'envoyé spécial pour l'Ukraine Kate Kellogg et du conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz. En parlant du sujet qui est à l'agenda des pourparlers aujourd'hui, c'est là un cessez-le-feu en mer Noire. Ce sujet a été proposé par Donald Trump et Vladimir Poutine a soutenu cette initiative. Cela concerne avant tout la sécurité de la navigation. Or, si vous vous souvenez de sa précédente version, elle contenait un grand nombre d'engagements envers notre pays qui n'ont d'ailleurs pas été remplis la dernière fois. C'est pourquoi ce sera également à l'agenda aujourd'hui. Donc l'initiative de la mer Noire, connue également sous le nom l'accord céréalier, prévoyait l'organisation d'un couloir maritime sécurisé pour l'exportation de céréales et de produits alimentaires ukrainiens via les ports de la mer Noire. Elle a été signée en juillet 2022 par 4 parties, la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU. Mais en juillet 2023, la Russie s'est retirée de cet accord car les exigences envers Moscou n'ont pas été remplies. Le sujet de l'initiative de la mer Noire inquiète non seulement Moscou, Kiev et Washington, mais aussi certains pays européens qui expriment leurs préoccupations en ce qui concerne les négociations d'aujourd'hui à Riyad. Des responsables de pays côtiers de l'UE, la Roumanie et la Bulgarie ont déclaré au Financial Times que leur pays était préoccupé par toute modification majeure du statu quo en mer Noire dans le cadre d'un éventuel accord élargi entre la Russie et les États-Unis, étant donné qu'il étendrait la zone opérationnelle de la marine russe. Étant donné le fait que les négociations se déroulent à huis clos et les négociations ne sont toujours pas terminées, on n'a pas eu aucune déclaration en ce qui concerne le contenu, les succès, les avancées des négociations d'aujourd'hui. Mais la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré qu'il n'est pas nécessaire d'attendre des avancées dans les négociations d'aujourd'hui car le travail se poursuit dans plusieurs directions. Hier, le 23 mars, des négociations américano-ukrainiennes se sont déroulées ici à Riyad. La délégation ukrainienne a refusé de commenter le déroulement de ces négociations, mais ils ont confirmé qu'ils n'allaient pas rencontrer la délégation russe ici, lors de ce cycle de négociations. Il faut dire que la délégation ukrainienne reste toujours à Riyad et attend la fin de négociations russo-américaines pour s'entretenir de nouveau avec la délégation américaine. Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, a déclaré qu'après la réunion en Arabie Saoudite, de réels progrès seraient visibles, notamment en ce qui concerne le cessez-le-feu en mer Noire. Selon lui, cela sera naturellement suivi d'un arrêt complet des hostilités. En ce qui concerne les négociations internationales, aux négociations d'aujourd'hui à Riyad, le président des Émirats arabes unis a salué les négociations d'aujourd'hui et les efforts de Moscou et de Washington dans la résolution de la crise ukrainienne. Le président des Émirats arabes unis a exprimé cet avis lors de son appel téléphonique avec Vladimir Poutine qui a lieu aujourd'hui. Alors, Kiev continue d'attaquer les installations énergétiques russes, même après les déclarations de Zelensky affirmant soutenir l'initiative de paix de Poutine et de Trump. On dit très souvent que l'homme, c'est sa parole, mais comment faire confiance à une personne qui ne respecte pas ses engagements? Comment négocier avec une partie qui ne tient pas sa parole?
Je pense qu'il y a deux questions. C'est une personne qui ne respecte pas ses engagements ou est-ce que cette personne peut respecter ses engagements? Et en fait, je pense qu'en acceptant le deal, pour reprendre le terme de Trump, sur le cessez-le-feu, sur les attaques contre les systèmes énergétiques, en fait, Vladimir Poutine a montré que lui peut arrêter tout de suite les bombardements, puisque d'ailleurs, il y avait 6 ou 7 drones, missiles qui partaient vers les systèmes énergétiques ukrainiens qui ont été immédiatement abattus par la DCA russe. Et d'un autre côté, on voit que Vladimir Zelensky, lui, même lorsqu'il dit qu'il est d'accord, il est incapable de le faire appliquer. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, est-ce que Donald Trump peut faire appliquer par son proxy ukrainien, Zelensky, les décisions qu'il a prises avec Vladimir Poutine? Si Zelensky refuse de le faire, dans ce cas, c'est Donald Trump qui est mis en difficulté. Et l'autre question, surtout qui à mon avis est la principale, c'est est-ce que Zelensky a les moyens d'imposer à son état-major, aux différents groupuscules d'unités de représailles qui composent son armée, ce qui est négocié avec Washington. Et donc aujourd'hui, c'est la Russie qui est en position de force, puisque Vladimir Poutine a montré que, OK, on est parti sur 30 jours de cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, et je pense que Vladimir Poutine va l'appliquer, et on va voir que pendant 30 jours, Zelensky est incapable de le faire appliquer à son armée. Et la question, c'est est-ce que Donald Trump va pouvoir imposer à Zelensky de faire appliquer ce qu'il a négocié avec Vladimir Poutine, ou alors il sera mis en difficulté, évidemment, vis-à-vis de Vladimir Poutine. Justement, est-ce que Trump a des moyens de pression ? Quasiment aucun, puisque en fait Trump ne peut pas faire plus que ce qu'a fait Joe Biden pendant 3 ans. Donc là, du point de vue des livraisons d'armes, ce qu'on sait, c'est que les armes qui ont été promises et déjà payées par Joe Biden sont livrées. Le renseignement militaire américain fonctionne. Donald Trump a utilisé ça pendant quelques jours comme moyen de pression pour tordre le bras de Zelensky. Mais globalement, même si Donald Trump, et je ne pense qu'il ne le fera pas, décidait de prolonger l'aide américaine à l'Ukraine, ça ne changerait pas le fait que Kiev a déjà perdu la guerre et que la Russie l'a gagnée. Donc tout ça ne changera pas. En revanche, ce qui est important aujourd'hui, à mon avis, pour Trump, c'est que la défaite de Kiev et de ses alliés européens ne doit pas être celle de Donald Trump. Elle peut être celle de Joe Biden, mais elle ne doit pas être celle de Donald Trump. Et c'est pour ça que Donald Trump doit rapidement se désengager du conflit ukrainien. Alors, à votre avis, quels résultats devons-nous attendre des négociations russo-américaines d'aujourd'hui ? Je pense qu'un cessez-le-feu sur la mer Noire peut être tout à fait réaliste. On fait référence à ce qui avait été obtenu, évidemment, en 2022. Vous en avez parlé juste avant que nous prenions la parole. Donc ça, c'est tout à fait réaliste. De toute manière, pour la Russie, aujourd'hui, c'est pas très engageant, pour parler honnêtement, puisque pourquoi est-ce que la Russie s'était retirée de cet accord à l'été 2022 ? Eh bien parce qu'il n'était pas respecté par l'Ukraine. L'Ukraine utilisait le mouvement des bateaux pour envoyer des drones marins attaquer les ports russes en Crimée, mais aujourd'hui il n'y a plus de flotte militaire russe en Crimée, tout est à Novorossiysk. Et de toute manière, aujourd'hui, l'Ukraine a trouvé d'autres canaux pour envoyer, recevoir l'aide militaire. Ce sont que soit des navires qui font du cabotage le long des côtes turques, ensuite bulgares et roumaines, soit en passant par le Danube. Enfin bref, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, pour la Russie, accepter cet accord, ce serait un joli coup diplomatique. C'est un cadeau fait à Trump, parce que Trump pourra dire, vous avez vu, j'ai obtenu de nouveau un accord céréalier sur la mer Noire. Et ça, on voit très bien que la relation entre Donald Trump et Vladimir Poutine, comme l'a dit Witkoff, d'ailleurs, personnellement, est très bonne. Donc ce sera un cadeau de Poutine à Trump, qui n'aurait pas d'influence réelle sur le déroulement des combats et qui serait une étape vers, finalement, à mon avis, pas la résolution du conflit, mais le retrait américain de ce conflit. Alors, Xavier Moreau, comme nous le savons, les délégations russes et ukrainiennes n'ont pas eu d'entretien direct. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel format dans le contexte actuel ? Alors, les avantages sont tous pour la Russie, les désavantages et les inconvénients tous pour l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que déjà, on parle de l'Ukraine sans l'Ukraine. Si vous vous souvenez, au début du conflit, l'idée c'était que personne ne devait parler de l'Ukraine sans l'Ukraine. Or, aujourd'hui, le sort de l'Ukraine est réglé entre Moscou et Washington. Et donc, Washington récupère les exigences de Moscou et les transmet à Kiev, et qui doit trouver un moyen de les appliquer ou de ne pas les appliquer. Mais si jamais il les applique, c'est la victoire de Moscou. Si jamais il ne les applique pas, c'est le retrait de Washington. Et dans tous les cas, c'est une défaite pour l'Ukraine. Et dans tous les cas, on parle de l'Ukraine sans l'Ukraine, ce qui était la ligne rouge pour les Occidentaux jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. Donc le grand perdant, évidemment, c'est Vladimir Zelensky, c'est le régime kievien.
Justement, j'allais également dire, on parle de l'Ukraine sans les Occidentaux. Oui, tout à fait. Alors non, on parle de l'Ukraine avec Washington. Washington, c'est l'Occident. En revanche, ce qui est plus grave... Non, mais vous avez raison de souligner, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on parle de l'Ukraine sans l'Ukraine et sans les Européens. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout se décide entre Moscou et Washington, entre les deux grands. On va avoir un sommet entre les deux grands qui rappelle, en ce moment, on entend beaucoup l'analogie avec Yalta, mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que le sort de l'Ukraine ne sera pas réglé ni par Kiev, ni par les pays européens. Et ça, évidemment, c'est le passage dans un nouveau monde. Une pilule qui ne passe peut-être pas de leur côté. Évidemment que pour notamment ceux qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est Starmer en Angleterre, c'est Emmanuel Macron en France, c'est maintenant le futur chancelier Friedrich Merz. Pour eux, finalement, c'est eux qui vont encaisser la défaite. Parce que et en plus, à un moment où ils devraient au contraire se désengager et finalement rejeter la défaite de Kiev à Washington, puisque quoi qu'il arrive, c'est Washington qui a commencé la guerre. Finalement, ils vont prendre cette défaite sur eux, avec toutes les conséquences que ça peut avoir politiquement. Mais à votre avis, quels résultats devons-nous attendre des négociations russo-américaines d'aujourd'hui ? Je pense que ces résultats sont une étape et je pense que cette étape va mener à un accord complet. Je dirais que ce qui sépare l'administration Trump du gouvernement russe est très peu maintenant. Je dirais que les principaux obstacles, à mes yeux, peuvent encore venir de l'Ukraine. Je dois dire que certaines déclarations de Volodymyr Zelensky montrent sa réticence et sa volonté de ne pas accepter tout ce que proposent les États-Unis. Mais les États-Unis sont maîtres du jeu pour ce qui concerne les décisions de l'Ukraine, parce que c'est les États-Unis qui fournissent l'essentiel des armes à l'Ukraine et qui apportent l'essentiel du soutien financier à l'Ukraine. Donc je pense que les négociations pour ce qui concerne la mer Noire sont très positives, mais je pense que sur tous les autres dossiers, des accords vont pouvoir être accomplis et mis en place très rapidement et que la paix va pouvoir avancer. L'autre obstacle est l'attitude de certains dirigeants européens qui semblent vouloir mettre des bâtons dans les roues d'une manière absolument inutile et à mes yeux stupide. Alors, comme nous le savons, les délégations russes et ukrainiennes n'ont pas eu d'entretien direct. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel format dans le contexte actuel ? Je dirais qu'il y a une loi en Ukraine qui interdit aux Ukrainiens de négocier avec la Russie, ce qui me paraît complètement inepte. On ne peut pas mettre fin à une guerre sans qu'il y ait des négociations, mais pour moi c'est un avantage d'une certaine manière que l'Ukraine ne participe pas d'une manière directe aux négociations en raison de ce que je viens de dire, c'est-à-dire en raison du fait que Volodymyr Zelensky a l'air souvent de s'efforcer d'entraver la possibilité de négocier. L'essentiel des négociations et des décisions se prendront entre la Russie et les États-Unis, et l'Ukraine ne peut pas faire autrement que d'accepter ce que va décider l'administration Trump, dans la mesure où, comme je l'ai dit il y a un instant, c'est l'administration Trump qui fournit les armes et qui finance très largement l'Ukraine. Si l'Ukraine était souveraine sur tous les plans, si elle avait ses propres armes, si elle avait assez d'argent pour subvenir à ses besoins, elle pourrait participer aux négociations en son propre nom. La situation actuelle fait que c'est les États-Unis qui doivent mener la négociation. Alors justement, Kiev continue d'attaquer les installations énergétiques russes, même après les déclarations de Zelensky affirmant soutenir l'initiative de paix de Poutine et de Trump. Comment négocier avec une partie qui ne tient pas sa parole? Est-ce que Trump devrait, comme vous l'avez dit, cesser de fournir des armes à Kiev? Je pense que ça finira par venir sans doute à un moment donné. Et ce que vous venez de décrire correspond exactement à ce que j'ai dit depuis le début de cet entretien, c'est-à-dire que Volodymyr Zelensky se comporte de telle manière qu'il veut freiner les négociations, peut-être les empêcher d'aboutir. Et j'avoue ne pas comprendre sa position dans la mesure où chaque jour supplémentaire entraîne des destructions
en Ukraine aussi, et où chaque jour supplémentaire entraîne des morts supplémentaires. Je pense que Volodymyr Zelensky est sous l'influence de dirigeants européens comme Keir Starmer au Royaume-Uni et Emmanuel Macron en France. Et je pense que Keir Starmer et Emmanuel Macron ont une influence extrêmement négative et ne prennent pas en compte la situation telle qu'elle est concrètement aujourd'hui en Ukraine et sur le front de la guerre. Merci à vous pour ces précisions, Guy Billard. Je le rappelle, vous êtes chercheur au Gatestone Institute et vous étiez avec nous en direct de Las Vegas.